Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs. Qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondistes ou simples touristes, nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout. Sur notre blog, bien sûr, parents-voyageurs.fr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. J'espère que vous allez bien, que vous êtes super en forme. Aujourd'hui, on accueille Charlotte sur le podcast. Charlotte et sa famille sont partis en camping-car pour sillonner les routes d'Europe. C'était en 2022. Elle va nous raconter comment s'est passé ce voyage, pourquoi ils ont choisi le camping-car, pourquoi ils ont choisi l'Europe à ce moment-là. Et puis on va consacrer une large part de cet épisode au retour. Le retour, c'est pas forcément le sujet qu'on préfère là, comme ça a priori. C'est pas celui avec lequel on va s'évader, mais c'est vraiment un sujet important pour tous les voyageurs qui partent plus ou moins longtemps, plus ou moins loin et qui vivent une expérience de folie. Comment est-ce qu'on peut gérer le retour à la vie sédentaire, à la vie quotidienne, au train-train, aux multiples sollicitations, aux activités. C'est déjà un sujet qu'on a effleuré plusieurs fois dans des épisodes. Et là, avec Charlotte, on va essayer d'aller un petit peu plus en profondeur. Elle va nous raconter les différentes étapes par lesquelles ils sont passés. Et au passage, Charlotte nous donne aussi quelques petits conseils pour nous aider à digérer la pilule. C'est vraiment un épisode que j'aime beaucoup, j'espère qu'il va vous plaire, et donc je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Charlotte, merci beaucoup d'avoir accepté de prendre la parole sur le podcast de Parents Voyageurs. Ça fait un petit moment que tu étais en contact avec nous, et comme la dernière fois avec Laetitia, j'ai pris du temps pour revenir vers toi, mais je suis vraiment ravie qu'on puisse enregistrer aujourd'hui. Donc bienvenue. Merci Floriane, bonjour à tous et je suis très heureuse, même après quelques mois, d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, toi et ainsi que ta petite famille, et puis je pense qu'on va très vite aborder le vif du sujet et voir pourquoi tu es dans notre podcast aujourd'hui. Alors moi c'est Charlotte et je suis en couple avec mon conjoint Benoît. Nous avons 2 filles qui avaient 10 et 14 ans au moment du voyage. Donc nous sommes partis faire un petit tour d'Europe de 6 mois en 2022, de mars à septembre 2022, en camping-car. Donc notre camping-car que nous avions nommé Charlie, et nous étions nous-mêmes les Charlots. Nous nommions les Charlots. D'accord. On vit en région parisienne, sinon le reste du temps. On est originaire, on va dire, de la région parisienne. Et on avait fait quelques voyages, mais rien de grandiose, plutôt des choses à proximité, que ça soit en France ou en Europe. Mais ce voyage un peu plus au long cours, c'était un truc qu'on avait dans nos têtes. Depuis, on avait envisagé quelque chose d'abord en 2018, puis on n'a pas trouvé, on va dire, la solution qui nous convenait. On n'a pas réussi à s'aligner, et puis finalement, ça a fini par se mettre en place quelques années après. Les filles étaient plus grandes, avec un camping-car et en Europe, voilà. Ok, donc on va parler un petit peu de ce projet de voyage en Europe. Qu'est-ce qui avait changé du coup entre 2018 et 2022 qui ont fait que les planètes se sont alignées pour pouvoir partir ? Je crois qu'on n'était pas tout à fait prêts en 2018 et surtout on n'avait peut-être pas trouvé en fait le bon véhicule, le bon moyen. En 2018, on l'envisageait comme un vrai tour du monde, c'est-à-dire plusieurs continents et plutôt backpack, donc avec le sac à dos. Et en fait, on avait 2 filles qui en 2018 étaient plus jeunes, elles avaient 6 et 10 ans ou quelque chose comme ça. Et du coup, on avait du mal à se projeter dans le côté réserver les hôtels, arriver dans le pays, changer tous les soirs, porter donc les sacs à dos pour plusieurs, etc. Et je crois qu'on a eu du mal à se projeter là-dedans.
Et on avait du mal aussi au niveau de l'itinéraire. Voilà, donc du coup, on n'a pas réussi à le faire aboutir. Et puis c'est ressorti un peu plus tard. Je crois qu'il y a eu un déclic en fait, voilà, au niveau professionnel. Voilà, moi j'ai quelque chose qui a fait que on a remis ça sur la table. Et ça a été assez vite à ce moment-là parce que finalement, on a pris la décision de partir entre fin août et septembre 2021 et on est parti mars 2022. Donc en l'espace de même pas 6 mois, en fait, on avait pris la décision et on était parti. Mais par contre, pour le coup, on est parti plus près, on est parti en Europe et on est parti en camping-car. Et ce choix du camping-car, en fait, a un peu résolu notre sujet, c'est-à-dire qu'on avait notre maison avec nous, qu'on l'a trimballée. Donc ça a des avantages et des inconvénients, mais en tout cas, avec 2 enfants, ça nous a bien convenu. Et puis finalement, comme on était juste post-Covid, enfin, il y avait encore pas mal de restrictions, le côté européen était très pratique de ce point de vue-là. Donc voilà, c'est comme ça que les choses finalement se sont retransformées en quelque chose de plus proche, peut-être un peu moins challenging pour cette première expérience. Sachant que voilà, comme ça s'est bien passé, notre prochain rêve, c'est plutôt d'aller faire du backpack un peu plus loin. Ok, bon ça on aura l'occasion aussi d'en reparler peut-être à la fin. Mais le camping-car, vous l'aviez déjà avant ? Pas du tout. Nous n'avions pas de camping-car. On n'avait quasiment jamais, on n'avait jamais fait d'expérience en van. Donc, en fait, quand on a pris la décision de se dire on va partir, on s'est dit pourquoi pas un véhicule aménagé. Donc, du coup, on a fait un week-end en amoureux dans un petit van vers Bordeaux. On a profité d'un séminaire de mon homme. On est parti sur un week-end pour vérifier que déjà à notre niveau, avec le minimum de confort sur 48 heures, on se projetait. Ouais. Et on a validé à la fin du week-end et on a sauté dans le grand bain dans la foulée. 1 mois ou 2 mois après, on avait le camping-car. Donc voilà, et donc ça a été assez vite. Mais on n'était pas du tout, en tout cas, expérimenté dans la vie en camping-car et dans la van life en général. Ok. Et les enfants, elles se sont tout de suite projetées avec le camping-car ? Bof. Globalement, l'accueil a été peut-être quand même un peu mitigé. Déjà, l'accueil du voyage, je pense que elle nous avait vu en parler. C'était un sujet, on va dire, qui était dans l'air, mais ça reste des enfants, ils vivent au jour le jour, donc ils se sont pas ils disent pas à un moment donné ça y est, c'est pour maintenant. Donc et puis on avait du coup des filles qui avaient 10 ans et 14 ans, donc le fait de laisser les copains, la maîtresse, ça n'a pas forcément été hyper réjouissant au départ. La plus grande était celle qui a été finalement la plus ouverte, qui s'est ouverte le plus facilement ensuite au voyage et au cheminement. Et ma plus jeune est restée réservée jusqu'au moment du départ en fait. Et c'est drôle parce que peut-être on en dira un mot, mais finalement l'expérience qu'elles ont eue pendant le voyage a été légèrement inversée. Donc comme quoi, voilà, il faut partir, il faut y aller et puis voir comment ça se passe ensuite. Ouais. Et elles étaient en quelle classe du coup ? Donc c'était CM1, CM1 et 4e. Ah oui, ok. Ok, ouais. Et puis du coup, elles étaient là pour la rentrée de 2022 ou elles ont fait la rentrée un petit peu en décalé C'est ça, c'était le deal. Quand on leur a annoncé donc cette idée de voyage, nous on aurait bien prolongé en fait jusqu'aux vacances de la Toussaint, en fait profiter en fait de la belle période en Europe le plus possible et donc revenir en octobre, pour la rentrée de novembre on va dire. Et là par contre ça c'était un no-go pour elles. Elles nous ont dit le deal, ok on part, mais on est là le jour de la rentrée, même si on arrive la veille. On est là le jour de la rentrée, c'était extrêmement important pour les deux parce que donc voilà pour elles et a priori voilà c'est un sentiment partagé avec les copines, c'est à la rentrée en fait il se passe très vite des choses finalement dans les classes, on l'oublie peut-être un peu, mais les groupes se font, les duos se font, donc voilà, donc pour elles c'était absolument inimaginable de ne pas être là au moment de la rentrée, donc on est rentré pile pour septembre 2022. Ouais, ok, vous avez respecté. Vous êtes partis
au mois de mars, après à peu près 6 mois de préparation. Est-ce que vous aviez, pendant ces 6 mois, déjà quand même planifié votre itinéraire assez précisément, ou vous étiez donné une direction en disant on va construire au fur et à mesure? Oui, on s'est donné une direction. On savait qu'on partait sur l'Italie au départ, puisqu'on était en camping-car. Donc voilà, il faut privilégier au maximum les voies terrestres et quelques ferries éventuellement. Donc on a fait un itinéraire assez classique. Je pense qu'on l'avait, on va dire, on est parti sur l'Italie, qui était le plus proche de la France. Et puis ensuite, on est passé sur la Grèce. Donc ça s'est fait assez naturellement. On est remonté par les Balkans en fait, donc l'Albanie, Monténégro, Croatie, Slovénie. Et ensuite, ce sur quoi on était le moins sûr, c'était qu'on avait l'envie d'aller jusqu'en Scandinavie. Mais du coup, voilà, c'est pas Europe du Sud, Europe du Nord, c'est pas juste à côté. Donc, on savait pas du tout si on aurait la capacité ou si finalement on se serait arrêté en chemin. Donc, voilà, on va dire que cette partie Scandinavie était un peu plus incertaine. On partait sur le sud de l'Europe et puis on verrait ensuite si on voulait prolonger comme ça ou rester plus longtemps sur l'Europe du Sud. Et au final, on est allé jusqu'en Europe du Nord et donc la Scandinavie. Et on a fini l'été, le juillet-août, ce qui est assez classique dans le sens où l'Europe du Sud, au moment de l'été européen, est complètement bondée. Et donc, en fait, la Scandinavie, c'est une bonne solution, c'est la meilleure période et c'est quand même beaucoup plus vivable en termes de tourisme, même s'il y en a, c'est plus vivable. Et pour la van life, c'est super adapté. Donc voilà, c'était assez idéal finalement de le faire comme ça. Oui, disons la Scandinavie, c'est quand même touristique en été parce que, pour avoir un peu des températures printanières, ce que beaucoup de voyageurs recherchent quand même, c'est en été qu'il faut y aller. Mais ça se passe bien parce que les espaces sont tellement grands et qu'on est tout le temps dehors, c'est ça? C'est ça, et que effectivement avec un véhicule, comme on peut faire du camping sauvage sans aucune difficulté, en fait voilà, sauf à certains endroits dans les fjords de Norvège, etc., où on va avoir du mal, à se garer, surtout avec un véhicule de cette taille-là, parce qu'on avait quand même un gros camping-car. Mais sinon, je veux dire, il y a suffisamment d'espace et on trouve toujours un endroit pour se poser et avec un accès l'accès à la nature qui est absolument fantastique. Donc on n'a pas du tout cette sensation d'être les uns sur les autres, sauf certains endroits bien sûr, hein, mais ça reste très gérable. Donc c'est plutôt une bonne solution. Ouais, ok. Et alors, est-ce que pendant ces presque 6 mois de voyage, pas est-ce que, mais quels ont été vos coups de cœur? Alors les deux coups de cœur, les deux pays préférés, c'est la Grèce et la Norvège. Pour des raisons assez différentes, la Grèce, il y a une douceur de vivre générale, c'est-à-dire aussi bien au niveau du paysage, au niveau des gens, au niveau de l'accueil, au niveau d'une simplicité. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement facile de se sentir bien, j'ai trouvé, dans ce pays. Et la Norvège, alors là pour le coup c'est le côté un peu exceptionnel, c'est-à-dire les paysages, on en prend plein la tête, les fjords, les montagnes, les plateaux à perte de vue. Enfin c'est assez intense comme expérience et comme émotion, et assez différent parce que du coup pour le coup, la douceur de vivre, elle y est un peu moins parce que on est aussi sur une météo qui est moins favorable. Donc, on navigue entre la pluie, les nuages, le froid, parfois des très belles journées également. Mais du coup, c'est moins facile, moins fluide que l'Europe du Sud, mais c'est magique. C'est magique à voir et à vivre. C'est assez dingue. Ouais, ça fait rêver et on voit que tu as une certaine émotion. Donc moi, je le vois parce que on a la caméra branchée pendant qu'on enregistre. Il y a une certaine émotion, je trouve, qui se dégage de ton visage quand tu as l'évocation de ces souvenirs. Et à contrario, est-ce que vous avez eu des déceptions sur certains endroits? Je réfléchis.
Pas vraiment, je dirais comme ça, pas vraiment. Bien sûr, hein, il y a des endroits qui nous marquent plus, mais il n'y a pas des choses. On aurait refait les choses à peu près comme on les a faites. La déception, c'est peut-être on est passé très vite sur l'Albanie et avec le recul, on nous a dit que c'était assez chouette. Et donc voilà, si j'avais un conseil à donner, c'est surtout bien considérer l'Albanie aussi pour dans un road trip européen. Ça, on aurait pu le faire autrement. Et peut-être l'Italie, qui nous a moins enchanté que peut-être que les Balkans. C'était peut-être le démarrage du voyage. On a eu une météo un petit peu intermédiaire aussi à certains endroits. Donc voilà, peut-être le temps que tout ça se cale, et puis c'est peut-être aussi un petit peu moins dépaysant par rapport à la France. Voilà. Mais dans l'ensemble, pas de grosses déceptions ou de choses à absolument éviter. Bon, on reste sur l'Europe, hein, c'est vraiment juste à côté. Je pense qu'on a une bonne projection quand on est en France de ce qu'on va trouver. Voilà, c'est assez fidèle. Je trouve que l'Europe, je trouve que d'un côté, on connaît, on peut se projeter facilement, on a peut-être facilement fait un city trip ici ou là dans une capitale européenne, etc. Et d'un autre côté, il y a beaucoup d'endroits dont on n'imagine pas la beauté et que c'est en Europe. Finalement, je pense notamment à l'Albanie. Alors, j'y suis jamais allée personnellement, mais j'en ai déjà pas mal entendu parler. Et c'est pas forcément un pays qui est ultra connu, je trouve, comme destination de vacances, même si on en entend de plus en plus parler. Et donc voilà, il y a quand même des belles surprises finalement dans nos pays voisins, quoi. Il y a des belles surprises, et des très belles surprises aussi qu'on a eues, nous, c'est le Monténégro, et pas la partie côte, mais la partie donc à l'intérieur des terres, le parc d'Urmitor notamment. C'est vraiment, ça reste encore préservé par rapport à la côte qui a vraiment été énormément construite et qui, je pense, commence à prendre un peu le modèle de la côte croate. Mais l'intérieur, ça reste encore préservé et c'est assez magique, c'est assez vaste. Et puis il y a un dépaysement parce qu'on est quand même en termes de culture sur autre chose que l'Italie ou la Grèce, où je pense qu'on s'y retrouve davantage. Là, on est sur une culture des Balkans qui est plus marquée, et donc il y a effectivement peut-être ce dépaysement supplémentaire qui est aussi qui est sympa aussi, qu'on recherche aussi dans le voyage parce que ça nous fait regarder les choses autrement que notre propre façon de penser. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais te demander, presque transition parfaite, phrase pour phrase, je voulais te demander qu'est-ce que vous recherchiez en partant pour ce voyage 6 mois à vous 4 dans votre véhicule aménagé. Pourquoi vous êtes partis ? Pour vivre. Alors, la première réponse qui me vient, c'est pour vivre un rêve voilà, et réaliser ce rêve en famille, pour pas avoir ce regret-là. Les choses se sont alignées à ce moment-là, on était prêts à ce moment-là, il fallait y aller, il fallait pas trouver une excuse de ne pas le faire. Et puis, avec le recul, je pense que voilà, c'est aussi, on est dans la quarantaine, c'est une étape probablement de transition vers, j'espère, autre chose après. Donc c'est comme une sorte de pour nous aider à passer à tourner une page et donc à nous emmener vers autre chose. Mais ça on le voit peut-être un peu après avec les yeux voilà qui ont un peu mûri de cette expérience. C'est pas toujours très net sur le moment. Ouais, vous formuliez pas ça nécessairement avant le départ, quoi. On va dire que c'était dans l'air également. Ça amorçait, je pense, et donc on avait besoin d'aller se laver un peu la tête avec d'autres choses et voir en fait aussi voir de quoi on était capable en fait, parce que finalement faire un voyage comme ça, même si dans notre cas on est en Europe, on est sur un road trip en camping-car, donc c'était assez safe, on était sur du connu quand même. On
on regarde, oui, qu'est-ce qu'on est capable aussi sur quoi on est capable de lâcher, comment la vie peut être plus simple, différente, ailleurs, et je pense que peut-être on avait besoin de cette étape aussi avant de regarder les choses autrement, plus globalement. Ok. Et ça fait plusieurs fois que soit tu le dis, soit tu le sous-entends un peu, que c'était assez simple, comme si c'était une option facile de partir 6 mois en camping-car, de traverser toutes ces frontières. Ok, tu restes sur le continent européen, mais bon, à mon sens, il n'y a pas de voyage simple ou compliqué. Enfin, tu vois, à chaque fois c'est une aventure. Est-ce que vous avez eu des petites galères quand même? Ah oui, oui, on a eu des galères. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la réalisation, en tout cas, nous, ça nous est apparu assez simple. Et la preuve, c'est qu'effectivement, encore une fois, en 6 mois, on a été capable de tout mettre en place pour partir. C'est probablement possible aussi pour un backpack. Je dis pas que c'est pas possible, mais bon, toute la problématique visa, vaccin, etc. n'existe pas, même si on était encore sur du post-Covid. Donc c'est vrai que sur un voyage peut-être à plus long terme aussi, ce que je voulais dire aussi dans la simplicité, c'est que sur 6 mois, et on va peut-être en reparler après, nous on a fait le choix de garder notre appartement. Donc il y avait pas énormément de gestion. Avant il y a quand même de la gestion, mais enfin c'était pas, on n'a pas vendu, on n'avait pas pour projet de changer de région juste après le voyage. Donc tout ça a été assez simple. Les galères, pour revenir sur les galères, en fait, on a eu pas mal de galères au niveau mécanique, c'est-à-dire le camping-car a pas été forcément celui qu'on a choisi a pas forcément été le bon choix. Donc on a eu plusieurs fois des galères mécaniques. On s'en est sorti à chaque fois. Donc une fois au Monténégro, où il y a eu un bruit, et on a fini par atterrir dans un garage, et heureusement, puisqu'en fait c'était la courroie de distribution qui était en train de nous lâcher, alors qu'elle avait été changée avant qu'on l'achète, et donc ça a dû être mal resserré. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le fait est que la courroie était en train de lâcher, et donc si on avait attendu un peu trop, il y avait un risque que pour le coup ça pète intégralement le moteur et le voyage aurait été totalement terminé. Donc on a eu cette petite aventure là. Et ensuite, ça s'est prolongé en Norvège, où là, on s'est retrouvé, le camping-car ne démarrait plus du tout. Donc, on s'est retrouvé à Oslo sur un parking, puisqu'on est en camping sauvage, et il n'a pas démarré. On a dû être remorqué, et on a cru qu'effectivement, ça serait la fin du voyage. Et puis, ils ont pu réparer ce qui était réparable. Mais on est rentré avec un camping-car un peu malade et dont on a dû se séparer, à la suite du voyage. Donc oui, on a eu notre lot de galères. Nous, c'était essentiellement mécanique. Pour le reste, tout s'est bien déroulé. Pas de pépins de santé, pas de problématiques particulières de sécurité. Voilà. Et comment s'est passée la vie à quatre dans cette petite maison roulante? Est-ce que vos relations au sein de votre famille ont changé, ont évolué d'une quelconque manière pendant le voyage? Oui, alors c'est vrai que un peu comme tous les vanlifers, c'est effectivement assez particulier. Globalement, ça s'est bien passé. Je crois que ce qui a été le plus difficile, c'est peut-être pour mon aîné, qui avait donc 14 ans. Donc on était sur comme un début d'adolescence. Pas facile de se retrouver avec les parents dans un si petit espace, à devoir partager un bout de lit avec sa sœur, et surtout le manque des copines, en fait, le manque de autre chose que les parents et la famille. Donc il y avait des moments de soupape, de pétage de plomb, mais j'ai envie de dire, enfin, ça me semble assez sain. C'était juste, on fait sortir la vapeur et puis c'est reparti. Ça a jamais dégradé l'état d'esprit de notre voyage, et
Voilà, donc ça me semble assez sain et ça me semble normal que ça se produise aussi parce que effectivement on est quand même un peu les uns sur les autres. Voilà, donc c'est aussi c'est pas tant le fait d'être à quatre les uns sur les autres que aussi le manque de confort. Il y a tout ce qui va avec en fait, l'accès à l'eau, l'accès à la douche, l'accès à l'hygiène d'une manière générale, qui est quand même un petit peu plus sommaire. Et donc il y a aussi tout ça en fait qui peut parfois un petit, voilà, on va dire peser sur le moral des troupes à certains moments. Du coup, on s'était dit un peu en préparant l'épisode qu'on allait faire un petit focus sur votre retour parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent dans nos podcasts. Et donc, je suis assez heureuse de pouvoir échanger sur ce sujet-là, d'autant qu'à titre personnel, vu le voyage qui se profile chez nous pour notre famille, j'ai déjà très peur du retour. J'ai pas trop peur pour les 3 garçons de ma famille, j'ai peur pour moi. Et je pense que c'est important. Je me souviens quand j'avais enregistré avec Audrey après leurs 7 mois d'aventure en Amérique, elle venait de rentrer, ça faisait une dizaine de jours et c'était assez difficile, c'était éprouvant, c'était beaucoup d'émotions mélangées. Donc voilà. Donc vous à votre retour, tu nous as dit tout à l'heure que vous avez respecté le souhait de vos filles d'être présentes pour la rentrée. Tu nous as dit que vous n'avez pas changé complètement de vie non plus en rentrant. Vous êtes retournés dans votre appartement. Donc les filles sont retournées dans leurs écoles, en collège et école. Dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez quand vous êtes rentrés ? Dans quel état d'esprit on était En fait, l'état d'esprit il change dès la fin du voyage. Quand on aborde les derniers jours, il y a déjà quelque chose qui commence à changer. Donc ça crée une ambiance un peu différente parce qu'on sait qu'on va rentrer, on sait qu'on est sur les derniers jours et en même temps on est encore dans le voyage. Donc il y a déjà quelque chose qui se passe à ce moment-là. Ensuite, quand on rentre, on est content, je dirais dans un premier temps, de retrouver alors la famille, les amis, de pouvoir se revoir, et c'est surtout aussi de retrouver un peu de confort en fait. C'est bête, mais on est rentré et on a appuyé sur les interrupteurs, on a allumé le four, on a fait couler de l'eau. Sans se restreindre entre guillemets, alors que pendant 6 mois, pendant le voyage, tout était calculé, où il fallait y faire attention. Donc sur le coup, on est content en fait de se dire, on va retrouver un peu son chez-soi, on va retrouver ce bout de confort, ce qu'on connaît déjà. En fait, on est quand même content de rentrer à la maison. Et c'est vrai que je pense que les conditions du retour et l'état d'esprit vont vraiment être différentes en fonction de si on retrouve un chez-soi, si on a des projets au retour, si on garde les mêmes boulots ou pas. Donc la projection va pas se faire de la même façon. Donc nous, on était contents de rentrer à la maison et les filles, je pense, étaient contentes de se dire qu'elles allaient retrouver des copines et une vie un peu plus normale. Pour les parents, et ça on va le voir tout du long, je pense, de notre échange, pour les parents, les choses sont un peu différentes. On appréhende aussi un peu, une fois qu'on a vécu cette partie un peu confortable, tout ce qui va se remettre en place du quotidien, de la routine, et de toutes les obligations aussi, qu'elles soient professionnelles, personnelles, etc., qui vont du coup se remettre en place très vite. Ouais, surtout à la rentrée. Oui, c'est ça. Il y a toute la machine à réactiver, et donc il y a à la fois un élan vers il faut repartir vers quelque chose, et à la fois comment on fait pour laisser ce qu'on vient de vivre, qui est d'une grande intensité, et ça peut-être on le développera un peu, mais qui crée ensuite dans les semaines et les mois qui viennent un gros déphasage, une sorte de désenchantement en fait, qui est un peu perturbant. Donc voilà. Donc
En fait, et juste pour faire un tout petit retour en arrière, c'est vrai que moi j'avais envie de parler aussi de cet aspect du retour, même si c'est évidemment pas ce à quoi on a envie de penser quand on prépare le voyage et quand on est dedans. Mais c'est un peu comme pour l'accouchement, en fait. On nous parle beaucoup, nous les femmes, de la préparation à l'accouchement. Ça va se passer comme si on a des cours de préparation à l'accouchement. Voilà, on est entouré à ce moment-là. Et puis ensuite, plus rien. Le bébé est là et on est toute seule avec le bébé et on a tout à apprendre. On devient maman, etc. Et il y a souvent les femmes me disent mais on nous en parle pas assez en fait. Il y a pas cette culture autour de l'après. Il y a comme s'il y avait un acte. Voilà, on nous accompagne sur la naissance, mais pas sur l'après. Et je trouve que sur le retour d'un voyage, c'est aussi important de l'avoir en tête en tout cas, sans le diaboliser, mais juste de l'avoir en tête pour peut-être, en tout cas, envisager, ne serait-ce que de prendre un temps. Nous, on n'avait pas énormément de temps de voyage. Mon conjoint, devait reprendre assez rapidement, donc il a eu à peine une semaine entre la fin du voyage et la reprise du boulot, plus la rentrée des filles, etc. Moi, j'ai eu 1 mois. Mais voilà, c'est ce genre de choses ensuite qu'on peut ajuster pour pouvoir arriver à le gérer du mieux possible, même si je pense que les autres étapes viendront en leur temps de toute façon, qu'on peut pas, c'est pas parce qu'on va avoir 1 mois pour atterrir qu'il y aura pas toute cette digestion en fait qui aura lieu de toute façon. Ouais, est-ce que du coup j'ai l'impression on peut pas vraiment éviter quoi le truc. C'est un peu comme le baby blues. Ça peut te tomber dessus et puis tu peux pas l'éviter, il faut juste l'accueillir, déjà s'en rendre compte pour essayer que ça passe le mieux possible, mais quelque part t'es obligé de foncer dedans quoi. Oui, en tout cas nous on n'a pas eu le choix, c'est-à-dire que effectivement il a fallu faire avec. Et on pensait pas que ce serait aussi puissant en fait. Et tu mentionnais tout à l'heure l'échange avec Audrey et que je suis également sur les réseaux sociaux. Et il y a une phrase qui est beaucoup revenue chez elle et dans lequel je me retrouvais énormément. C'est de dire on a l'impression que c'est comme si le voyage n'avait pas existé quand on revient. En fait, on est tellement aspiré par la routine, par le système, que on a l'impression que le voyage, on a presque du mal à se dire mais si. Du coup, on a besoin de regarder parfois les photos ou de relire éventuellement les récits qu'on a pu faire, mais on a l'impression qu'il nous échappe d'un coup et ça va très vite. Et ça, c'est assez perturbant parce que effectivement, pendant 6 mois, on s'est installé dans quelque chose qui n'est clairement pas tout rose, qui n'est pas parfait, mais qui du coup nous appartient. Qui est d'une intensité assez folle. Et quand on revient, tout ça retombe et les gens autour, qui n'ont pas vécu la même chose, il y a ce décalage avec les autres qui peut être important et qui nous renvoie du coup un peu à cette situation. Mais est-ce que ça a vraiment existé Est-ce que c'est juste un rêve? C'est assez perturbant comme sensation. Et du coup, après ça crée un certain nombre de choses, avec les autres, avec j'en ai dit un mot, mais également avec le boulot en fait. Pour le boulot, nous on a repris nos boulots et quand vous reprenez vos boulots, en fait les gens ont continué leur vie, donc eux ils vous demandent juste de revenir là où ils en sont. Et du coup, on tient pas compte de nous cette parenthèse qu'on a pu vivre. Et c'est pas évident en fait, parce qu'on a du mal à partager. Et donc il y a de la frustration. Et puis au niveau du boulot, c'est pas non plus énormément valorisé. Alors c'est pas du tout mal vu. Aujourd'hui, c'est de plus en plus bien accueilli par les entreprises et même par les managers sur des plus petites structures.
Mais quand on revient, en fait, pour eux, voilà, on était absent, maintenant on est là, les choses repartent comme avant, alors qu'en fait, nous, on n'est pas tout à fait comme avant. Et ça, c'est assez difficile. Et j'ai envie de dire, je parle même pas de tenir compte et de faire une grande place au voyage, mais en fait, on a ne serait-ce que parfois développé certaines qualités, notamment l'adaptabilité ou l'ouverture à certaines choses. Et du coup, même ça, en fait, c'est comme s'ils en profitaient pas pour capitaliser sur ce qu'on avait pu apprendre pendant le voyage. Donc il y a toutes ces petites choses qui se mettent les unes après les autres et qui sont pas, qui font que c'est pas simple. Il y a deux petites phrases que tu as dites là que j'ai notées au vol, sur lesquelles j'aimerais bien revenir. Alors, juste d'abord, tu as dit on n'est pas comme avant. Est-ce que tu saurais pointer le doigt sur ce qui a changé en vous? En fait, si je devais le résumer, je dirais, en tout cas pour nous, c'est qu'on a découvert qu'une autre vie était possible et qu'on pouvait vivre une autre vie. Ça va être peut-être assez bateau ce que je vais dire, mais finalement, on a suivi, je vais dire on, parce que je pense que je peux mettre mon conjoint aussi dans le lot, mais on a fait nos études, on a trouvé un boulot, on a suivi les rails en fait, voilà, qui nous étaient donnés, qui étaient tracés. Et en faisant ce voyage, même si c'est de mieux en mieux accueilli au niveau des entreprises, tout le monde ne le fait pas. Et en fait, on s'autorise quelque chose que un grand nombre en rêve, mais ne le réalise pas. Et donc là, on fait le pas de côté. Et du coup, on se découvre vraiment, je trouve, autrement. Avec des ressources différentes et avec un regard différent sur soi, sur l'autre, sur ses enfants. Et du coup, ça nous change à l'intérieur. Et c'est ce pas de côté, justement, un peu à côté du système, qui fait qu'on a tant de mal, en fait, à se remettre dedans quand on revient et quand on nous le demande, en fait. Du coup, il faut vraiment une phase de digestion pour arriver à ce qu'il y ait moins de résistance et que les choses se refassent de manière un peu plus fluide, même si on garde en soi du coup ce changement. Vraiment, on sent qu'il est là, mais on arrive davantage en fait à vivre avec ce changement en nous, au sein même de notre quotidien et du système tel qu'il existe. C'est hyper intéressant, je trouve, ce que tu dis. Moi, le plus grand voyage qu'on a fait, c'était un voyage de 2 mois en Océanie. C'était en 2017 et c'est depuis qu'on est rentré que je ne pense qu'à une seule chose, c'est repartir plus longtemps. Et du coup, j'avais déjà eu beaucoup de mal à atterrir, et c'est vrai, à digérer, et parce que tu as une vie tellement différente, en fait, tu te dis, mais quelque part, pourquoi re-rentrer dans ce système, j'ai envie de dire peut-être un mot un peu fort, mais qui nous broie. On n'est pas maître de grand-chose, en fait, dans la marche du quotidien, et pendant ces quelques mois de parenthèse, on a beaucoup de liberté, on prend notre vie en main, vraiment, et donc, voilà, à un moment, on se demande vraiment pourquoi y retourner, quoi. Donc, je comprends. C'est très intéressant ce que tu dis. Et sinon, du coup, il y a une autre phrase que tu as dit tout à l'heure, et peut-être que ça participe aussi au fait que tu te sentes un peu à côté de la plaque, quoi, à côté du système, à côté de la vie qui se présente de nouveau devant toi. Tu dis, on n'arrive pas à partager ce voyage. Alors, j'ai déjà entendu d'autres voyageurs qui disent, les gens, ils ont continué leur vie, ils disent c'était bien, ils posent la question, est-ce que c'était bien? Et puis c'est tout. Donc en gros, tu dis, bah oui, c'était super. Puis ça va pas plus loin. Mais toi, tu as pas dit les autres ne posent pas suffisamment de questions ou quoi que ce soit. T'as dit on n'arrive pas à partager. T'as l'impression que ça venait de vous, du coup, qu'il y avait cette retenue? Écoute, sûrement qu'il y avait les deux. Mais oui, bien sûr que, en tout cas, sur cette partie questionnement des autres, elle est pas si présente que ça. Bien sûr, on nous dit ça va, mais finalement, on va surtout nous dire ça va, c'est pas trop dur.
Alors que nous, finalement, on aurait envie de dire combien ça a été fantastique, combien ça a été parfois difficile, parfois génial. Alors attention, la plupart du temps, les gens proches nous ont suivis tout du long du voyage. Nous, on avait fait le choix de partager sur Polar Steps, donc ils ont eu, on va dire, l'intégralité du voyage. Ils l'ont vécu avec nous, donc ils savent ce qui s'est passé. Donc le partage, il se fait tout au long du voyage. Mais au moment du retour, finalement, c'est surtout la question de ça va, c'est pas trop dur de se remettre dans le rythme, voilà. Et on n'arrive pas, en fait, à peut-être aussi à expliquer ce qui a changé en nous, parce que nous-mêmes, on l'a peut-être pas encore bien compris et assimilé. Donc voilà. Donc cette partie questionnement, il y en a pas tant que ça. Et nous-mêmes, je pense aussi que on veut pas en rajouter. C'est une expérience qui nous est propre et en tout cas peut-être à la fois par pudeur et peut-être aussi par respect aussi. On veut pas non plus avoir l'air de se vanter ou d'en rajouter ou donc moi je pars du principe où on laisse aussi les gens venir prendre ce qu'ils ont envie de prendre de notre expérience, et certains en fait ont juste pas envie, en fait, tout simplement, et c'est pas grave. Mais du coup forcément il manque quelque chose à un moment dans la relation, puisque nous, il y a ça qui est arrivé au milieu, et donc ça crée un décalage avec les gens. Voilà. Est-ce que vos filles ont ressenti la même chose, ou au contraire, elles se sont facilement réintégrées à leur groupe d'amis, à leur vie, au collège, à l'école et tout ça? Alors les enfants, c'est fantastique, mais même avec des enfants grands, ils ne ressentent pas du tout les choses de la même façon. Elles sont rentrées comme dans des chaussons. Donc on rentrait dans notre maison. Elles revenaient dans leurs écoles, donc il n'y avait pas de gros changements, ça on y avait fait attention aussi, c'était une continuité de scolarité, il n'y avait pas de collège ou de lycée à ce moment-là. Elles revenaient au moment de la rentrée, mais pour elles, ça a été extrêmement simple. Elles ont pu retrouver leur groupe d'amis, donc voilà, et de ce point de vue-là, les gens les réintègrent pour peu qu'il y ait des relations, on va dire, assez fortes avant de partir, même si les relations sont quand même un petit peu plus difficiles à distance, et retrouvent vite, en fait, leur rôle et leur place. Et donc, ça s'est fait extrêmement facilement. Elles étaient contentes de rentrer, et elles ont retrouvé leur vie d'avant de manière complètement simple, fluide, enjouée. Voilà, elles étaient aussi ravies de retrouver des activités et de ne plus être 100% avec nous, hein, tout simplement. C'est aussi de reprendre en fait leur propre chemin de vie. Et donc non, ça c'est vraiment génial. Et puis je dirais aussi que pendant le voyage, elles ont acquis une certaine maturité. Et finalement, elles savent s'en servir aussi pour se réintégrer, même si elles peuvent percevoir un petit décalage à un moment donné. Finalement, elles ont rencontré tellement de gens pendant le voyage, où elles ont dû parfois créer des liens de manière assez rapide, que en fait elles s'en resservent aussi, et donc ça facilite en fait le retour. Donc pour elles, ça n'a posé aucun problème, et également scolairement. Parce que c'est souvent une question des parents voyageurs. Et moi, j'avais une grande qui rentrait en 3e quand même, donc on n'était pas du niveau primaire, et il y a eu aucune difficulté. Voilà, c'était une bonne élève avant de partir, et il y a eu aucune difficulté pour le retour, aucun décalage de ce point de vue-là. C'est vraiment donc elles ont tout gagné entre guillemets. Elles ont le voyage, et elles vont retrouver leur vie qui leur allait bien avant. Mais est-ce que vous, du coup, les parents, est-ce que vous êtes du coup aussi sentis en décalage par rapport à vos filles, quoi? Non, parce que
Non, parce que c'est des enfants et c'est tant mieux que ça soit passé comme ça. Ça nous faisait ça en moins entre guillemets à gérer. On va pas souhaiter qu'elles ressentent la même chose, qu'elles aient un vague à l'âme comme le nôtre, etc. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, surtout à leurs âges. Donc au contraire, c'est super chouette que ça se passe comme ça pour elles. Et c'est ce qu'il faut souhaiter, je crois. Et puis, en fait, ce qui est aussi assez chouette, c'est que c'est une expérience, qui reste indélébile pour nous quatre. Donc, on peut y faire référence facilement, et ça crée des liens, et ça crée quelque chose entre nous. Du coup, qui facilite la vie ensuite, en fait. Peut-être que du coup on a aussi appris à mieux se connaître, à faire plus de compromis, à faire attention aux autres. Bon voilà, donc non, on n'a pas ressenti de décalage avec elle. Parce qu'entre vous quatre, le voyage avait existé, quoi, finalement. Ouais, exactement. Je crois que c'est tout à fait ça. C'était là et il n'y avait pas à le questionner, et peu importe comment chacun le vivait et comment on vivait le retour. J'imagine que c'est probablement un peu plus compliqué si par contre dans le couple on le vit pas de la même façon. Nous, c'est vrai qu'on l'a quand même vécu, alors avec une intensité parfois différente, pas forcément au même moment et pas forcément avec exactement les mêmes questionnements, mais on a eu cette phase-là commune, en tout cas avec mon conjoint. J'imagine que si le conjoint le ressent pas de la même façon, ça peut être parfois aussi difficile dans la communication. Mais avec les enfants, non, il suffit de rouvrir le livre de souvenirs, le livre de photos, de reparler d'anecdotes, et en fait, ça suffit à se reconnecter, à être bien ensemble à ce moment-là. Et aujourd'hui, comment ça va ? Ça fait 1 an et demi presque que vous êtes rentrés. Comment vous allez ? Ben écoute, ça va mieux. Moi, ce que je disais, ce que je voulais dire, c'est que ça nous a pris, je dirais, presque 1 an en fait, d'atterrir vraiment, alors qu'on est parti que 6 mois. Mais ça nous a pris presque 1 an en fait pour arriver à recaler les choses et qu'il y ait moins de résistance et une plus grande fluidité dans ce qu'on vivait au quotidien. Voilà, alors j'imagine que ça peut être, je sais pas si c'est lié à la durée du voyage, à ce qu'on y mettait, peut-être aussi un peu à ce qu'on fuyait. Je sais pas. Je pense que c'est très variable, mais ça se fait au fur et à mesure. Et voilà. Donc globalement aujourd'hui ça va mieux, mais voilà, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir passer effectivement à l'étape d'après, qui est de pouvoir essayer de changer en tout cas notre vie, notre région en tout cas déjà, et puis éventuellement du coup arriver à faire évoluer nos vies professionnelles derrière. Et en fait, il y a pas mal de frustration quand on rentre aussi, parce qu'il y a une grosse énergie. On a pendant 6 mois. Alors c'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit, mais pendant 6 mois, le voyage c'est pas des vacances, et quand on rentre, on est super fatigué en fait. On s'en rend peut-être pas compte, mais voilà, c'est assez intense. Donc il y a de la fatigue. C'est difficile aussi ça de partager là-dessus, parce que voilà, les gens pensent que ce sont des vacances et donc on s'est déjà bien reposé, alors qu'en fait la vie sédentaire est beaucoup plus simple que la vie nomade. Donc on rentre fatigué. C'est qu'en fait on revient, donc on est à la fois fatigué, mais on a quand même une belle énergie, parce qu'en fait on a été pendant le voyage dans une énergie de découverte, de jardins différents tous les jours, etc. Et en fait on a envie de garder cette énergie. Donc nous assez vite en fait, après la fin du voyage, on a voulu essayer de faire justement des changements pour pouvoir changer de région, changer de boulot, etc. Et en fait, parfois, il faut peut-être prendre un peu ce temps de digestion, parce que à vouloir tout faire trop vite, etc., ça crée aussi une frustration, et ça rajoute en fait à cette période du retour. Donc moi, si j'avais un conseil à donner, c'est aussi parfois soit vraiment on a un projet très précis, soit se laisser un temps de digestion, de repos, et ensuite repartir pour remettre une nouvelle énergie dans les projets, mais de pas tout enchaîner.
parce que finalement on peut s'épuiser un peu inutilement alors qu'on a juste besoin un peu de sédimenter en fait tout ce qui s'est passé et pour pouvoir arriver à mieux gérer pour la suite. Et ça, encore une fois, ça dépend vraiment de où on en est, comment on a maturé les choses avant le départ. Hein. C'est très personnel. Mais je pense que c'est important, voilà, de prendre un peu de temps en rentrant du voyage, de pas réenchaîner tout de suite, de laisser un peu de temps de digestion et de garder cette énergie en disant je pourrais recapitaliser dessus, ça va venir, faut juste attendre un petit peu. Et du coup là, est-ce que tu penses, enfin vous avez attendu assez, vous avez des nouveaux projets, du coup un peu de changement, donc t'évoquais peut-être changer de région, de boulot. C'est ça. Bah, nous, on est dans cette recherche-là. Idéalement, on aurait voulu que ça se fasse pour la rentrée de septembre 2023. Et puis, bah voilà, ça a pas pu se réaliser comme ça. Donc, on est toujours, en tout cas, dans cette dynamique-là. Après, voilà, ce qui se passe aussi, c'est finalement, on se rend compte que les choses après, au début, il y a beaucoup d'impatience et puis parfois, en fait, on arrive à réajuster aussi parfois certaines choses dans le quotidien. Au début, il y a beaucoup de choses qui nous pèsent, on a l'impression d'être hors système pour tout. Et au fur et à mesure, on recale certaines choses. Et du coup, on affine aussi un peu mieux ce qu'on veut et ce sur quoi on est capable de lâcher ou d'avancer. Et ça permet d'ajuster aussi un peu le projet. Quand les contours du projet sont pas parfaitement clairs au départ, en fait, ça permet de préciser les choses au fur et à mesure. Et est-ce que vous avez de nouveaux projets de long voyage? Ou pour le moment, vous vous concentrez sur améliorer la vie quotidienne en France? Oui, parce que voilà, nous, s'il y avait que nous, je pense qu'on regarderait peut-être les choses un peu différemment. Mais avec les enfants, moi j'ai mon aîné qui est rentré au lycée, on va avoir 3 années, on va dire quand même importantes pour elle. Donc ça, c'est aussi assez difficile à gérer comme frustration parce que nous, si on pouvait, on serait reparti, je crois, assez vite en sac à dos ou en tout cas, même si c'était pas assez vite, on l'aurait programmé assez rapidement parce que financièrement, on l'a peut-être pas dit non plus, mais au retour, il y a aussi un petit atterrissage. On a profité pendant 6 mois. Quand on revient, il faut aussi un peu se refaire financièrement. Donc, on peut pas repartir en vacances à l'autre bout du monde. On peut pas se dépayser. Donc, on redécouvre un peu le bout de chez soi et ça crée de la frustration parce qu'on a tellement vécu de choses que le bout de chez soi, parfois, c'est un peu plus plate, on va dire. Donc il y a tout ça aussi qui fait que c'est un peu moins fun. Et donc on se dit ouais, quand est-ce qu'on va pouvoir repartir? Mais il faut attendre que financièrement ça soit possible. Il faut aussi voir voilà si les enfants seraient prêts à le refaire. Et là on est sur 3 années où c'est quand même un peu plus compliqué à envisager. Encore une fois, rien n'est impossible. Donc en tout cas, une des promesses qu'on s'est faites avec mon conjoint, c'est de pouvoir repartir tous les deux. Probablement en sac à dos ou avec un véhicule. Voilà. Après le quand, ça va dépendre effectivement un peu des filles, de la scolarité des filles, mais un peu comme tous les parents. Je me demandais est-ce que tu serais capable maintenant de dire comment, je sais pas si c'est possible, mais comment on pourrait éviter cette période un peu j'allais dire de mal-être, c'est peut-être pas ça, mais bon voilà, de vague à l'âme, comme tu as dit, un peu d'entre-deux, quoi, où t'es un peu rentré, mais pas vraiment. Il y a des choses qu'on peut faire? Alors, tout à l'heure, effectivement, ce que j'ai dit, en tout cas déjà, de prendre un petit temps entre la fin du voyage et la reprise, quelle qu'elle soit, en tant qu'adulte, en tout cas, pour éviter que ça soit trop violent. Je sais que je crois Audrey a repris très très vite après aussi être rentrée. Je pense que ça majore en fait parfois l'effet. Donc ça, c'est un premier conseil que je pourrais donner. Le deuxième, effectivement, c'est d'accepter aussi un peu cette phase de digestion qui va être très différente en fonction des gens et en fonction de où on en est dans la vie à ce moment-là. Et qui peut aussi revêter plein de formes différentes et apparaître
et disparaître peut-être à des moments où on s'y attend pas. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, je crois que c'est l'accueillir du mieux possible, le repérer, l'accueillir et puis regarder ce que ça dit en fait de nous tout simplement à ce moment-là et de nos envies futures et donc voilà. Et puis ensuite. De manière très pratico-pratique, nous on s'est assez vite lancé quand même dans l'impression des photos, l'impression du récit, parce qu'on avait fait un récit de voyage au jour le jour. Donc ça, c'est un truc qu'ensuite ils ont beaucoup consulté, que ça soit mon conjoint ou mes deux filles. Quand on est rentré très régulièrement, ils relisaient, ils regardaient les photos, etc. Ça permet de maintenir un peu cette magie. Donc ça c'est chouette et puis ça le rend réel et ça réactive aussi les bons moments et puis ça permet aussi de regarder aussi ce par quoi on est passé donc ça c'est des petites choses pratico-pratiques. Ensuite pour le reste je crois que c'est vraiment très personnel et j'ai pas enfin moi j'ai pas de recette magique encore. Non, j'ai pas trouvé la recette magique. Et je dirais peut-être si je pourrais compléter en disant alors ça va pas du tout empêcher le vague à l'âme ou le désenchantement, mais c'est vrai qu'il y a plein de bonnes petites habitudes qu'on prend quand on est comme ça en long voyage et toutes ces habitudes de système D, de réparer, de consommer moins, de faire confiance aux gens, d'aller vers les autres, tout ça en fait qui fait que ça prolonge un peu en fait cette magie du voyage qui se trouve aussi là, qui se trouve pas que dans les beaux paysages, mais qui se trouve en fait dans tout ce qu'on lâche et tout ce qu'on accueille davantage. Et ça c'est assez chouette en fait, je trouve, d'être encore plus sensible à ça. Et voilà, donc je dirais de maintenir toutes ces petites habitudes, tous ces petits trucs sympas du voyage pour le prolonger dans notre quotidien, finalement, le faire rentrer dans notre quotidien sur des petites choses, c'est sûr, mais c'est déjà bien. Ouais. Eh ben, je te propose de conclure sur ces très jolis mots. Vraiment, j'aime beaucoup l'idée en fait, même chez soi, dans sa vie de tous les jours, on peut faire rentrer le voyage par, t'as raison, des petites choses et on peut sourire aux inconnus dans la rue et, et aller leur demander un coup de main quand on a besoin, poser une question quand on est un peu perdu, etc. Pourquoi on le fait à l'étranger et pas chez nous, quoi. C'est très joli et je pense en effet utile. Et même si on n'est pas encore parti en voyage, on peut le faire. Bien sûr. Merci beaucoup, Charlotte. Et au plaisir d'avoir de vos nouvelles très bientôt. Merci beaucoup Floriane et très bon voyage à toi. Profite. Merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Encore un épisode que j'ai trouvé absolument passionnant. J'ai adoré discuter avec Charlotte. J'espère que vous avez beaucoup aimé aussi l'écouter. Son retour sur justement le retour de leur voyage. Je trouve le recul qu'elle arrive à prendre et ces mots qu'elle arrive à poser sur ce qu'ils ont ressenti, sur ce qu'ils ont vécu, sur le décalage qu'ils ont perçu avec leur entourage, avec leur environnement professionnel, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant, très inspirant et vraiment utile aussi, je l'espère. J'espère que cet épisode vous a plu. Charlotte m'a envoyé un petit message après l'enregistrement, après en avoir discuté avec son conjoint. Et donc elle voulait rajouter 2 petits points. Je me fais sa voix et la voix de son mari. En fait, il disait aussi que le retour est difficile parce que pendant le voyage, tu changes de jardin presque tous les jours. T'es bousculé dans tes certitudes, en fait, dans tes habitudes très souvent, plusieurs fois par semaine en fait. Et quand tu rentres, tu vas juste chercher ta baguette de pain tous les jours, au même endroit. Et donc ça, c'est un petit peu dur aussi, voir la routine qui s'installe et de ne plus être bousculé. Et puis l'autre point qu'il voulait partager, c'est que pendant le voyage, tu as un horizon de temps qui est très réduit. En fait, c'est 2 jours avant, 2 jours après. Enfin, voilà, on se projette pas à super long terme. On prend les choses comme elles viennent. Et puis comme il le disait en fait juste avant,
t'es bousculé dans tes certitudes en permanence. Et à contrario, quand tu rentres, tu dois te projeter sur plusieurs semaines, un trimestre, une année, et voilà. Et le temps s'enfile comme ça, et sans qu'on puisse le rattraper finalement, sans qu'on puisse le retenir. Et donc voilà, ça participe aussi au décalage, un petit peu au vague à l'âme, au sentiment d'être à côté quand on rentre. Si vous avez aimé cet épisode, ce que j'espère de tout cœur, comme d'habitude en fait, désolée, j'insiste, prenez 2 petites minutes pour mettre des étoiles sur votre appli de podcast, sur votre logiciel d'écoute. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast et sur Spotify. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis bien sûr, encore plus facile, parlez-en autour de vous. Un très grand merci à vous tous pour votre écoute. Et puis je vous dis à très bientôt, soit pour une capsule, soit pour un nouvel épisode. Allez, ciao!